Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 4 septembre 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui, journée de la rentrée, dans lequel on va parler de beaucoup de choses. On va parler de Grayscale, on va parler de la dette américaine, on va parler de JP Morgan, pour ensuite se diriger vers l'analyse technique, pour se projeter justement sur cette semaine qui risque d'être un peu molle, on va pas se le cacher, au niveau des marchés US, et aussi au niveau du BTC, on a quand même quelques signes qui sont en train de se mettre en place pour potentiellement un retour de la volatilité sur du court terme, mais la décision n'est pas encore prise et ça commence tout de suite. On commencera par MakerDAO qui a annoncé qu'ils allaient forker Solana, Sol, pour faire leur propre blockchain. Alors, très intéressant parce que du coup, justement, Vitalik Buterin a vendu ses tokens de MakerDAO pour racheter de l'Ethereum suite à cette annonce. Et donc, on a quand même quelque chose qui est relativement fort. Pourquoi forker justement Solana? Ça, c'est vraiment la grande question que toute la communauté se pose à l'heure actuelle. Pourquoi ce choix? Pourquoi un fork? Et de quelle façon ça a été effectué? Surtout qu'on sait très bien que Solana, oui, a vraiment des grosses performances, mais aussi de l'instabilité, a aussi une complexité et un coût très important pour sa décentralisation, pour faire tourner un nœud. Par contre, les éléments positifs, il explique que la communauté Solana a montré sa résilience suite à la faillite de FTX, donc quelque chose qui est très fort, et c'est vrai que c'est le cas, et que, à l'heure actuelle, il existe déjà pas mal de bouts de code qui sont utilisables, et donc qui permettraient de se développer. En outre, ils ont parlé justement de l'écosystème Atom comme une option viable, il n'a pas été encore statué, mais ça coûterait plus cher à entretenir et pour rester performant, donc il y aurait vraiment un coût supplémentaire à Solana. Donc là, c'est intéressant de voir comment ça va se structurer, voir la décision réelle qui va être effectuée, mais en tout cas, c'est une grosse décision sur l'écosystème Ethereum, parce que MakerDAO était sur Ethereum, et justement, la décision de vendre les tokens de Vitalik, je pense que c'est lié justement à un deal qu'ils avaient tant qu'ils étaient sur Ethereum. Ils conservaient et ils stackaient justement ces tokens, là ce n'est plus le cas, donc à ce moment-là, il les libère. Ensuite, nous avons des nouvelles sur Grayscale. Grayscale qui est considéré comme étant le deuxième plus gros détenteur d'Ethereum, par notamment Arkham Intelligence, qui a retrouvé, en tout cas qui pense avoir trouvé, un nouveau wallet de Grayscale qui correspondrait à plus de 5 milliards de dollars en Ether. Alors Grayscale, on n'oublie pas que c'est quand même beaucoup d'assets, hein. Ici nous avons la liste des assets du BTC, nous avons 2,3, enfin quasiment 3 millions d'Ether qui sont mis à disposition pour quasiment 4 milliards, entre 4 et 5 milliards de dollars au niveau d'Ether, donc on sait déjà que c'est un gros poisson, et on sait aussi que, on parle beaucoup du BTC, mais on parle assez peu de sa position d'Ethereum, qui est relativement importante, et qui va jouer dans la balance de la validation de son trust, en tout cas. Le trust porte uniquement sur le BTC, mais je pense qu'on aura certainement d'autres trusts qui vont être déposés, notamment sur Ethereum, pour pouvoir continuer à avancer. À côté, nous avons une grosse nouvelle, vraiment une grosse nouvelle, c'est le fait que la Chine et l'Arabie Saoudite ont liquidé une partie de leur position des bonds US. Alors pour être vraiment précis, on a eu quasiment ici 103 milliards de dollars qui ont été liquidés en un an par la Chine, et l'Arabie Saoudite on est à 11 milliards. Donc on a bien ici un choix qui a été effectué depuis un an de justement limiter son exposition au dollar, ce qui renforce la notion de création d'une monnaie commune, ou en tout cas le renforcement des échanges monétaires dans leur monnaie propre, hein, d'accord? Donc on est vraiment dans cette démarche-là. On n'est pas, je pense, sur une pression de vente, donc une pression baissière. Je pense que c'est plus sous une forme de redeem, donc de récupération. On rappelle que les bonds, on va avoir différentes temporalités. Par exemple, 3 mois, je donne mon argent, j'achète de la dette américaine pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, on me rend mon argent avec justement le taux d'intérêt que j'ai récupéré. Donc le fait d'avoir ça et qu'on ait un dollar qui est en train de monter est très important. Ça sous-entend que là, on est en train, non pas de vouloir du dollar depuis un an, mais de vendre. Est-ce que c'est pas pour ça qu'on a eu une cassure baissière du dollar pendant un certain temps? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va être cette notion très importante de se dire, ok, ben on ne finance plus les USA, parce que c'est aussi ça. Ça veut dire que les USA vont avoir plus de mal à pouvoir justement se financer à travers
de l'émission de la dette, parce qu'il faut bien qu'il y ait des personnes pour acheter la dette. Bon, je vous rassure, c'est pas pour tout de suite qu'il y a personne qui voudra de la dette américaine, hein. Il y a toujours tout le monde qui veut de la dette américaine, en tout cas toute l'Europe, une partie de l'Asie, une partie de l'Afrique, et quasiment une grosse partie de l'Amérique, en tout cas latine. Donc on est quand même dans, ici, un signal qui est vraiment très fort et qui confirme la position des BRICS à l'heure actuelle. Et on terminera sur cette nouvelle qui est que JP Morgan dit que clairement la SEC sera obligée d'approuver les spots BTC par rapport à la victoire qu'ils ont eue de Grayscale. Et là-dessus, c'est très important, on va discuter de est-ce que c'est intéressant de jouer de l'arbitrage par rapport à Grayscale. Grayscale, donc, est un fonds dans lequel ils essaient de faire passer sur l'ETF. Pourquoi? La grosse différence, c'est que Grayscale ne peut pas récupérer ses BTC directement. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a créé une part de la société Grayscale, donc GBTC, je ne peux uniquement que la vendre, d'accord? Je ne peux pas la détruire pour récupérer son équivalent en BTC. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, nous avons ce qu'on appelle un discount. Le prix que l'on détient est inférieur au prix réel en BTC. Ça a un impact très fort, ça sous-entend, alors jusqu'en juin 2023, on était à 44% de discount, donc ça sous-entend qu'une part valait 13$ alors qu'on l'achetait 23$, ou en tout cas son sous-jacent, donc le collatéral qui était du BTC valait 23$ et nous on possédait 13$, parce que le seul moyen de pouvoir récupérer cette liquidité c'est de le vendre au marché et il faut qu'il y ait des personnes pour acheter. Là, on voit que ça s'est grandement diminué, on est repassé à 20% ici de discount. Est-ce que ça vaut le coup de jouer justement cet arbitrage? Pourquoi? Parce que le principe du passage en ETF, c'est que on pourra directement détruire cette part d'ETF pour récupérer le BTC à son prix réel. C'est-à-dire que là, on achète quelque chose à 20$ qui en vaut 25. Donc, quand on passera en ETF, on empochera la différence entre les deux, les 5, à partir du moment où on décidera de vendre du BTC. Alors, là-dessus, ça pourrait paraître assez intéressant dans l'idée. Mais il faut aussi se poser la question, est-ce que le BTC va rester au prix actuel? Parce que GBTC est directement lié au prix du BTC, donc admettons j'achète maintenant du GBTC qui est dans les alentours, en prix secondaire, dans les alentours de 18$, ok, je les achète à 18$. Mais que va-t-il se passer si jamais le BTC prend un moins 20, moins 30%? Bon, en l'occurrence, ça sous-entend que je vais être en perte par rapport à l'achat que j'ai effectué. Il faut pas oublier que ce n'est pas uniquement ici, la période dans laquelle vous allez acheter donc le discount, ça va être vraiment la période dans laquelle ça va être, le Grayscale GBTC va passer en ETF. D'accord? C'est vraiment ça qui va être déterminant. On sait que ça va arriver, mais on ne sait pas quand ça va arriver, et plus ça va être long, plus on prend des risques à ce qu'il y ait de la volatilité liée au BTC et qui impacte directement ce type d'arbitrage, d'accord? Quand on était à ici moins 40%, on était déjà dans un BTC qui était dans les alentours des 30 000, d'accord? Donc forcément, là, il y a déjà une partie de perte qui est intégrée dans le cours. Donc il faut faire très attention avec ce type d'arbitrage, en effet c'est une bonne idée, mais c'est le même principe. Est-ce que on joue l'arbitrage pour en lui-même, ou est-ce qu'on fait, ça rentre dans notre notion de DCA dans lequel on va investir dans du GBTC pour profiter justement d'un discount dans une forme de DCA et lisser son prix moyen d'entrée dans une volonté de ne pas vendre quand on a terminé, mais plus dans une volonté ici d'investir sur du moyen long terme sur le prochain bull run. Voilà, c'est très important à comprendre ici, mais il peut avoir en effet un deal au niveau de l'arbitrage. À côté au niveau du calendrier, nous avons du férié aujourd'hui, un férié aux USA, donc ça a vraiment pas beaucoup bougé. On n'a pas grand chose mardi non plus. Mercredi, on a les PMI d'août. Je ne pense pas que ça a beaucoup bougé. Jeudi, on a les inscriptions au chômage, mais je pense que ça ne bougera pas non plus. Donc on va avoir une semaine qui va être vraiment très stable au niveau du SP500, ou en tout cas au niveau des nouvelles. Parce qu'en plus, on est dans une semaine qui s'est clôturée dans quelque chose qui a été relativement bullish. On va attendre l'ouverture pour voir si on a une tendance qui va être beaucoup plus baissière ou non, mais en tout cas, on est dans quelque chose qui est plutôt structuré. Alors ça, je reste toujours dans la même dynamique, hein, donc pour moi, on est plutôt dans ici quelque chose qui va faire comme ça pour retester les tops qui ont été ici à 4200, avant de pouvoir repartir à la hausse, avec ici le pricing d'une prochaine récession au niveau des USA, récession qui risque d'être, pour moi, courte, intense, mais courte dans tous les cas, donc quelque chose qui va durer entre 6 et 10 mois, potentiellement 1 an maximum, et je pense que là on est en train de commencer à l'intégrer, ou en tout cas on va l'intégrer sous peu au niveau des marchés. Au niveau du dollar, on a toujours cette accélération monumentale qu'on a eu justement la semaine dernière, avec ici forcément une valorisation de l'inflation qui va être très forte sur le mois d'août, une valorisation de l'inflation qui va être très forte sur le mois de septembre, si jamais on ne ravale pas ça rapidement. Donc ça sous-entend que on va avoir malheureusement
des chiffres d'inflation qui vont être négatifs, chose qui va jouer clairement sur l'SP500, qui va jouer sur l'augmentation des taux de la Fed, où on risque de terminer l'année dans les alentours des 6%, et donc derrière une pression au niveau du marché action qui va être relativement forte, d'où la notion de récession qui risque de se mettre en place derrière. On est en train de se diriger vers quelque chose qui n'est pas positif, où on a une inflation qui n'arrive pas à descendre, malgré des taux qui sont très élevé, et donc là on se retrouve vraiment dans la pire des situations au niveau de la Fed, parce que le mise en place du pivot ne peut pas être fait, parce qu'on n'a pas une inflation qui est contrôlée, principalement à cause de cet élément-là. Ensuite, on attaque dans le BTC. BTC, où pour rappel, on a eu une semaine qui a été juste horrible, hein, avec énormément de volatilité, un ravalement total. Grayscale a été totalement ravalé, on est toujours sur notre support des 25 200, qui tient bon, support de cette accumulation que l'on a depuis un certain temps, SCR, STB, et ensuite accélération haussière, retest, donc on a bien ici une indication d'une volonté haussière, mais dans lequel malheureusement on n'a pas trouvé les volumes, hein. Quand on regarde les volumes, alors je vais juste retirer ça et je vais vous mettre les volumes, quand on voit les volumes, on voit qu'on est sur des volumes stables. Normalement quand c'est comme ça sur un moment de rupture, on est censé avoir une augmentation de volume, et donc on est censé avoir quelque chose qui est dans ce style-là, et ça c'est le signe que on est ici dans un bull run, d'accord, ou en tout cas dans un setup d'un bull run. Là c'est pas le cas, comme je vous l'ai défini plusieurs fois, on est dans une forme de léthargie. Pour moi, si on prend du recul, et il faut prendre du recul, on est plus dans une forme de ranging long terme, quelque chose qui va se mettre en place comme ça, avant d'avoir le halving, d'avoir un retest et de repartir à la hausse. Au niveau du RSI, ça se voit aussi, on est toujours dans cette phase de compression présente ici. Tant qu'on tient ce niveau-là, ça va. Quand on va commencer à le péter, ça va être très dur parce que je pense qu'on va aller retester directement les 30. Et donc là, on aura une cassure pour aller chercher les 23 000, 22 000, 20 000. Ici, cette reload zone que l'on attend avec le gap baissier, enfin le gap haussier, pardon, de rupture que l'on a eu, qui ne serait donc plus un gap de rupture. On continue à descendre dans les time frames, on passe en daily dans lequel on a bien ici notre zone de léthargie qui a été mise en place suite à la chute et à la cassure baissière de mi-août, et dans lequel on a eu bien l'accélération de Grayscale, le ravalement de Grayscale assez rapide en 2 jours, dans lequel on est allé retester le bas ici du range, et on voit qu'on a fait une belle réintégration du range, on est allé chercher les liquidités basses, ok, réaction haussière sur les liquidités basses, qui est quand même assez faible, hein. La réaction haussière, je m'attendais à quelque chose qui soit un petit peu plus fort, donc là on est plus dans une forme de léthargie, en même temps on était dans le week-end, donc on va attendre, on a ici un momentum qui est en train de pousser en même temps que ça, donc pour moi, si on continue à monter doucement comme ça, je pense que on va avoir un RSI qui va arriver là, qui va casser, et donc là on va casser assez vite. Donc ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ait un retest ici de cette zone-là. Moi c'est un petit peu l'idée. Là on a quand même pas mal de liquidités qui est en cours. Quand on va regarder ça tout de suite, mais on a les liquidités qui sont bien présentes ici, au-dessus de 26 150 jusqu'à globalement 27 200, 27 400, ce qui correspond à notre niveau, ici 27 000, pour un retest de cet order block là, d'accord, cassure, compensation, cassure, d'accord, on a de l'imbalance, donc on a un intérêt, on a en tout cas une inefficience au niveau du marché, donc là on a un intérêt à les combler, pour retester en même temps ici cet order block là, donc on a un intérêt pour faire une continuité baissière ici, si jamais on a du volume. Je m'attendais à avoir ça en fait dimanche, comme d'habitude, hein, on a souvent ça, le dimanche dans les alentours de 22h, voire lundi matin à 2h du matin, ici récupération de ces liquidités avant d'avoir une cassure baissière. Là ce n'est pas le cas, on n'a pas eu cet élément là. Est-ce qu'on va l'avoir sur un marché américain qui est endormi, qui est férié? Je pense que ça va jouer énormément, je pense même qu'on va grinder tout simplement, comme ça on risque pas d'avoir de mouvement trop important. Aujourd'hui, en tout cas moi c'est la pattern, si jamais on arrive dans cette zone là, clairement je renforcerai mon short pour faire une continuité baissière, parce que c'est un petit peu l'idée que j'ai qui est en train de se confirmer ici au niveau de l'open interest qui est flat, l'open interest qui est flat, le cours qui est flat, l'open interest qui est flat, et on retrouve ici la totalité des comptes, aucun intérêt sur Binance, et on voit même que ici on a eu une forme de lâcher prise au niveau des comptes des top traders. On est passé de 55,9 à globalement quasiment 54,4 au niveau des positions, alors qu'on avait des positions qui étaient plutôt latérales, voire même un petit peu montantes. Donc ça veut dire que ici on a eu un allègement de l'exposition pour potentiellement se replacer sur une continuité short. Donc là on fait attention, on a quand même des signaux un petit peu cachés, donc il va pas falloir se faire avoir par le mouvement que l'on va avoir et prendre du recul. Je pense que malheureusement, là on le voit bien, la volatilité en daily, on est relativement bas. Je pense qu'on va continuer à s'enfoncer. Pareil en ici weekly, quand on regarde cette volatilité là, on se dit que là ce qui va se passer, c'est que on va
redescendre ici avant de pouvoir avoir un nouveau retour de la volatilité. Donc pour moi, on va jouer ça plutôt semaine prochaine, d'accord? Donc là, on va être plus dans une forme de tendance de ranging neutralité, baisse de la volatilité, compression des cours, aucun intérêt sur la macro, aucun intérêt sur certainement le BTC, en tout cas pendant ce temps-là. On rappelle que le mois de septembre est toujours très compliqué pour les cryptos, et je pense que c'est exactement ce que l'on va voir sur le mois de septembre pour préparer le mois d'octobre qui risque d'être un petit peu meilleur, mais ça, on est encore en avance, on en discutera un petit peu plus tard dans nos différentes quotidiennes. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, laissez-moi un like, un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, et je suis sûr que les 2 vidéos que j'ai effectuées samedi et dimanche vont vous plaire, je vous les mets ici, dans cette fin de vidéo, vous allez vraiment les apprécier, dans lequel je reviens vraiment en détail comme quoi on va avoir une opportunité grâce à la récession des USA et qu'il faudra pas la louper, et nous, on ne se loupe pas, justement, à 13h30 avec l'analyse de Avax, la crypto de Avalanche, et je vous dis donc à 13h30.